Bonjour à tous, bienvenue sur Ledger Impact, deuxième vidéo pour revenir sur ce qu'on appelle nous précommunément une réunion de pré-cadrage. Encore une fois, on est sur la chaîne YouTube qui va vous permettre de vous former à la comptabilité carbone. Donc concrètement, comment ça se passe? On va faire une série de vidéos qui va revenir sur ce qu'on a l'habitude de présenter à nos clients, comme si on était chez eux, voilà, tout simplement. Donc là, il y a une série de vidéos qui est en train d'être produite pour reprendre le champ d'application de la méthodologie de réalisation d'un calcul d'empreinte carbone. La première chose qu'on fait, en général, quand on commence à travailler avec un client, c'est de faire ce qu'on appelle une réunion de pré-cadrage. Comment ça se passe? On va rassembler quelques personnes, donc ça peut être 3, 4, 5, une dizaine, en fonction de la taille de la structure. On va monter une équipe, une team, et ces personnes vont être en charge d'aller collectivement collecter les données du calcul d'empreinte carbone. Voilà. Et pour faire en sorte que ces personnes soient vraiment impliquées, il est vraiment important qu'elles s'approprient le projet qu'on va réaliser au sein de la structure, quoi. Donc si vous êtes dirigeant de l'entreprise, si vous êtes responsable RSE ou simple salarié, vous allez probablement devoir expliquer la démarche auprès des personnes qui vont vous aider à collecter les données de l'audit. Et donc c'est important, voilà, de faire cette première vidéo pour revenir sur des choses peut-être que vous maîtrisez déjà, peut-être que vous allez les découvrir, mais voilà, pour expliquer des concepts simples, mais qui permettent vraiment d'adhérer et de faire en sorte que les gens puissent vraiment comprendre ce qu'on est en train de faire au sein de leur structure, pour qu'ils soient beaucoup plus enclins à venir vous aider dans cette phase de réalisation, quoi. Voilà. Donc on a essayé de synthétiser au maximum. Il y a d'autres vidéos qui viendront plus tard. On essaiera de rentrer un peu plus en détail sur d'autres concepts. Je pense notamment aux ateliers de sensibilisation qui vont arriver en général plutôt après, une fois qu'on a fait cette réunion de pré-cadrage. Les gens ont commencé à comprendre, voilà, ce qu'on était en train de faire. Mais on essaie aussi de proposer des ateliers beaucoup plus poussés, beaucoup plus longs, sur des formats très funky, on reviendra dessus. Et on peut inviter notamment tous les salariés de l'entreprise pour faire en sorte que pour le coup tout le monde puisse adhérer à la démarche, que ce soit pas uniquement l'équipe qui est en charge de l'audit carbone, mais que ça puisse, voilà, être une adhésion globale à toute l'entreprise. Voilà. Donc cette réunion de pré-cadrage, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a, nous, des slides toutes faites, qu'on a beaucoup retravaillé ces dernières années en fonction des retours clients. Ces slides, on va vous les partager, donc pour toutes celles et ceux qui veulent faire partie du Discord. Si vous avez suivi, on est en train de monter une communauté, voilà, de personnes, de dirigeants, de responsables RSE ou de salariés, voilà, qui veulent s'impliquer sur ces thématiques au sein de leur structure. Donc on essaie de fédérer un petit peu tout l'écosystème. Progressivement, on invitera aussi des personnes qui arriveront avec vraiment des solutions pour la phase de transition, de mise en transition et de décarbonation. Et dans un premier temps, voilà, on va plutôt restreindre l'accès à des personnes qui veulent tout simplement mesurer leur empreinte carbone. Donc tout ce qu'on va utiliser, donc vous verrez dans la vidéo, il y a certains concepts qu'on va afficher, mais en fait on a des slides qui sont toutes faites, que vous allez pouvoir réexploiter, réutiliser si vous le souhaitez, pour aller présenter tous ces concepts auprès de votre structure. Donc tout ça on va les partager sans problème. Encore une fois, on mise vraiment sur l'open source. Donc voilà, donc il vous suffit de nous contacter, d'accéder au Discord et à la communauté. Vous pourrez ensuite télécharger toute la documentation qui vous seront utiles. Voilà. Donc pour commencer une réunion de pré-cadrage, ce que j'aime beaucoup faire, c'est expliquer pourquoi on engage un processus de mesure d'empreinte carbone. C'est vrai qu'on a beaucoup l'impression qu'on fait ça pour ajouter un peu le pins à notre rapport RSE, ce qui n'est pas complètement faux. On sent qu'effectivement il y a soit une demande de grand donneur d'ordre, soit effectivement une contrainte réglementaire qui nous oblige à aller faire cet audit carbone. Mais en réalité, il y a plein d'autres avantages qui sont forcément un peu moins maîtrisés et qui sont importants de mettre en avant pour justement faire comprendre à la communauté, à vos collègues, que c'est important aussi d'engager ce processus de transition. Donc le premier élément à partager, qui est pour moi le plus important, à mon sens, c'est le côté résilience.
résilience du modèle économique. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on mesure l'empreinte carbone d'une entreprise, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on va détecter, on va aller mesurer une certaine dépendance que votre entreprise aura vis-à-vis des énergies fossiles. Même si forcément on ne se rend pas compte de cette dépendance aux énergies fossiles, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que 90 ou plus du PIB d'un pays comme la France dépend des énergies fossiles. Pourquoi? Parce que même si on ne va pas consommer des énergies fossiles dans notre quotidien, tout ce qu'on utilise, tout ce qu'on exploite, que ce soit les produits qu'on achète, l'alimentaire via la production d'engrais, à un moment donné a nécessité l'intervention des énergies fossiles. Et en fait, quand on mesure l'empreinte carbone d'une entreprise, en réalité, on est capable d'aller détecter justement cette dépendance vis-à-vis des énergies fossiles. Et dans un contexte économique où le prix des énergies peut flamber, faire du x2, x3 parfois, on se rend compte que les entreprises qui ont déjà engagé ce processus de transition sont beaucoup plus résilients une fois qu'il y a des chocs pétroliers, des chocs énergétiques qui arrivent. Et donc c'est là où ça devient hyper intéressant, c'est que quand on va commencer à préconiser des actions de réduction pour nos clients, quand on va définir un plan de transition, quand on va définir les leviers d'action prioritaires, on n'est pas forcément obligé d'axer ces actions de réduction sur les pistes qui vont amener le moins ou le plus d'économie de CO2, mais on peut prioriser sur justement des actions qui vont être prioritaires vis-à-vis de la résilience de la structure. Voilà. Et donc c'est là où on dit que parfois des actions de réduction en termes de carbone peuvent avoir un impact financier positif pour la structure à plus ou moins long terme. Voilà, parce que toutes les entreprises qui sont passées, j'ai n'importe quoi, en full électrique en termes de véhicules de société, ont beaucoup moins ressenti le choc qui est en cours aujourd'hui à cause de la guerre au Moyen-Orient vis-à-vis du prix des énergies fossiles. Voilà. Toutes celles et ceux qui avaient réduit leur dépendance au gaz ont beaucoup moins ressenti la pression qui est survenue il y a quelques années au démarrage de la guerre en Ukraine. Voilà. Et c'est aussi intéressant d'aller détecter toute cette résilience vis-à-vis de la chaîne de valeur. Donc, on va rentrer dans la chaîne de valeur d'une structure pour aller détecter des problématiques associées à des matières premières qui viennent de l'autre bout de la planète. Et encore une fois, on peut détecter des problématiques. On l'a eu par exemple sur le titane dans l'aéronautique. Donc il y a aussi, on va dire, des solutions qui peuvent émerger pour essayer de travailler de manière plus locale. Donc effectivement, ça c'est bon pour le carbone, mais c'est aussi extrêmement intéressant en termes de résilience pour une structure. Voilà. Donc très souvent, ça permet aussi de réduire les coûts de fonctionnement d'une entreprise. Donc c'est là où c'est intéressant. S'il faut aller convaincre le patron d'engager un plan de transition, on peut lui dire, voilà. Effectivement, c'est un peu de temps. La démarche n'est pas très coûteuse à mettre en œuvre, mais ça peut effectivement engager des actions de réduction qui peuvent amener des économies financières. Donc c'est là où ça effectivement peut permettre de convaincre pas mal de monde. Et ça permet également d'anticiper une future taxation carbone aux frontières. Donc vous l'avez peut-être déjà ressenti, vous avez déjà entendu parler. Certaines matières premières auront une taxation aux frontières. Donc effectivement, c'est directement un impact financier pour chaque structure. Donc ça, on peut le modéliser également. On peut très bien dire, voilà, on a mesuré votre empreinte carbone. Voilà combien d'euros vous allez devoir dépenser dans les prochaines années par rapport à cette future taxation carbone. Donc encore une fois, on va pouvoir prioriser les actions pour faire en sorte que justement on ressente moins cette pression financière qui va arriver sur la structure. Donc voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est le volet environnement. Donc effectivement, on fait pas que ça pour faire des économies d'argent, même si c'est, je trouve, un énorme plus. On le fait effectivement pour le bien commun, pour agir pour l'environnement, pour le climat, contribuer à la neutralité carbone, on va dire, du pays, participer à l'effort collectif. Voilà, effectivement, on n'est pas seul à s'engager, mais voilà, c'est intéressant de propager les démarches dans une structure, parce que quand on arrive à convaincre une PME de 50, 100, voire une ETI avec 250 salariés, derrière, effectivement, on va travailler au sein de la structure, mais ça peut aussi relayer des bonnes pratiques au quotidien auprès des personnes qui vont s'engager à titre personnel. Voilà. Donc c'est aussi intéressant d'aller faire tout cet exercice de sensibilisation, d'explication, pas forcément que pour le bénéfice de la société, mais aussi pour le bénéfice que ça peut engager pour les personnes. Voilà. Ensuite, on a aussi la dimension purement RSE. Ça va permettre d'engager une entreprise dans un plan de transition. Ça permet de renforcer ce qu'on appelle l'attractivité employeur. On le voit de plus en plus. On a une future génération qui est en train d'arriver sur le marché du travail, qui exige pas forcément d'aller travailler dans des entreprises qui
qui sont sur des thématiques positives au niveau environnemental, mais au moins qui montrent un certain engagement sur ces sujets. Voilà. Et donc ça va permettre de renforcer sa culture d'entreprise également, parce que, comme vous l'avez sûrement compris, c'est un travail qui est collaboratif, qui est collectif à la structure. C'est pas une personne qui va se charger de cette thématique-là, et c'est pas une personne qui va mettre en transition la société. C'est un projet collectif. Et donc du coup, on a aussi peut-être des salariés qui se posent des questions sur voilà l'engagement de sa propre société, qui va commencer peut-être à aller chercher ailleurs parce que, comme on dit, l'herbe est plus verte aussi ailleurs. Mais voilà, donc déjà de travailler sur sa culture entreprise interne, c'est positif, mais en plus ça va permettre voilà d'attirer les futurs talents qui voilà ont pas forcément qu'une envie qui est de gagner beaucoup d'argent, mais qui peuvent aussi voilà avoir envie de s'impliquer sur une société qui a des valeurs, qui s'engage et qui veut réduire ses émissions de CO2. Et en fait, hein, le dernier, c'est plutôt le côté avantage concurrentiel, parce que voilà, encore une fois, ça va effectivement vous rajouter un petit pins. Ce petit pin, si votre rapport RSE peut être positif, notamment sur les appels d'offres, voilà, parce que bon, alors, même si le côté calcul d'empreinte carbone commence à être de plus en plus démocratisé, on se rend compte que voilà, on regarde pas forcément que regarder les résultats, on va surtout essayer de regarder ce qui se passe après. Enfin, c'est quoi l'engagement, c'est quoi les objectifs de réduction que vous avez définis, c'est quoi les actions que vous avez mis en place. Mais effectivement, si vous êtes le seul à pas l'avoir fait, bah, ça peut tiquer quoi. Là où c'est positif également, c'est que je trouve que quand on va mesurer ces émissions de CO2, ça va être enfin un avantage concurrentiel par rapport à des entreprises qui viennent de l'autre bout de la planète. C'est vrai qu'à l'époque, on regardait beaucoup quelques sujets un peu RSE assez génériques et le prix et la qualité, on va dire, d'un appel d'offres. Demain, on se rend compte que la dimension purement environnementale va avoir un impact beaucoup plus important dans la phase de sélection. Et on a beaucoup de structures qui viennent nous voir, notamment pour ça, parce qu'elles ont compris que ça va devenir un vrai point positif pour elles, de dire que depuis des années, elles travaillent sur le verdissement de leur flotte de véhicules, elles travaillent sur le fait de faire bosser des boîtes en local. Dans le BTP, on a des matières premières qui sont sourcées en local, qui sont super intéressantes. Dans l'agriculture, on travaille avec moins d'engrais. Enfin, je sais pas, il y a plein de raisons qui font que les entreprises se sont déjà engagées sans forcément avoir abouti à un calcul d'empreinte carbone. Mais c'est c'est la première fois qu'on va pouvoir vraiment mettre en avant qu'une entreprise s'engage et du coup positivement aura, on va dire, un bénéfice sur l'appel d'offres, quoi. Voilà. Et voilà, et ça permet d'anticiper aussi des futures contraintes réglementaires, même si très sincèrement, j'ai pas l'impression que la tendance soit à la contrainte réglementaire en ce moment. Là où c'est aussi positif, c'est que ça permet voilà de faciliter, on va dire, l'intégration, l'obtention de certifications, soit Bicorp, EcoVadis, il y en a plein. C'est vrai qu'on demande de plus en plus, voilà, est-ce que vous avez fait un calcul d'empreinte carbone, est-ce que vous avez engagé un plan de transition, où est-ce que vous en êtes, et tout ça rajoute voilà des points pour l'obtention d'une note finale, quoi. Voilà, donc 4 points à avoir en tête pour l'objectif de mise en transition d'une entreprise. Le côté résilience, le côté environnemental, le côté RSE et avantage concurrentiel par rapport aux entreprises concurrentes. Voilà. Et donc c'est vrai que pendant des années, on a souvent eu en tête, moi ce que j'appelle c'est pas moi qui l'ai inventé, mais ce qu'on appelle le triangle de l'inaction. On se disait, voilà, les individus pensaient que c'était plutôt à l'État ou aux entreprises de s'engager. L'État considérait que c'était soit aux individus, soit aux entreprises d'aller engager un plan de transition. Les entreprises estimaient que c'était les individus ou l'État de se bouger. Voilà, il y a une étude qui était hyper intéressante qui est sortie il y a quelques temps, qui expliquait qu'en fait, si on voulait atteindre un objectif des objectifs au niveau national, tout ne reposait pas sur l'individu. Seulement 25% de l'effort. Voilà, si on devenait tous écolos, responsables, ayatollah du carbone presque, on allait permettre de réduire que de 25% la part au niveau national pour atteindre l'objectif de réduction des émissions de CO2 au niveau France, quoi. Et les 75% restants seraient portés par les entreprises et les collectivités. Donc c'est là où c'est intéressant de voir que en fait on a tous un rôle à jouer. C'est pas que l'État, c'est pas que les entreprises, c'est pas que les individus. Voilà, si on veut atteindre un objectif, tout le monde devra s'y mettre. Ça commence par l'État. Effectivement, les individus ont un rôle à jouer, mais là où on a le plus, on va dire, d'efforts à l'épuiser, c'est vraiment au niveau des entreprises. D'où
l'intérêt de lancer une démarche de transition bas carbone qu'on va expliquer maintenant. Donc concrètement, ce qu'on aime expliquer à nos clients, c'est quand on lance une démarche de mesure de son empreinte carbone. Moi, je fais souvent la corrélation avec la perte de poids. Voilà, j'aime beaucoup on va dire ce côté identification pour voir un peu ce que ça représente. Mais quand vous voulez perdre du poids, la première chose à faire, en général, ce que vous faites, c'est de monter sur une balance. C'est pas obligatoire. On peut très bien, effectivement, j'ai eu cette discussion avec pas mal de personnes, notamment une, qui me dit que c'est pas obligatoire. On peut très bien perdre du poids sans forcément monter sur la balance. Mais en général, c'est la première chose qu'on fait. Voilà. On monte sur une balance. Alors le résultat, on va pas forcément vous dire que vous êtes bon ou mauvais. On va pas vous plomber les buts. Et c'est d'ailleurs hyper important d'avoir ça en tête, c'est que quand on mesure son empreinte carbone, la première question qu'on nous pose, c'est est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on est mauvais. On ne fait pas forcément pour ça. On fait surtout pour définir un objectif. Donc la première chose à faire, c'est de dire je monte sur la balance, je sais d'où je pars, je me définis un objectif et je me mets en mouvement pour justement atteindre mon objectif de réduction. Donc il faut vraiment avoir en tête, même si vous verrez, c'est naturel, on veut toujours se comparer aux autres. On a des moyens de le faire, on reviendra un petit peu dessus probablement dans d'autres vidéos, mais entre guillemets, la valeur absolue du calcul d'empreinte carbone de votre structure a vraiment vocation à comprendre d'où est-ce que vient l'impact pour ensuite engager une deuxième phase qui est la plus importante, qui est l'objectif de réduction de vos émissions de CO2. L'idée c'est si vous montez sur la balance, vous redescendez de la balance et que tout s'arrête là, il n'y a pas de magie, vous n'allez pas perdre du poids, quoi. Là, c'est le même principe. Si vous montez sur la balance et vous émettez X tonnes de CO2 et que vous faites rien derrière, forcément, il va rien se passer. Donc, l'idée, c'est effectivement de définir des actions qui soient concrètes, praticables. On parlera un petit peu du plan de transition, mais il faut que ce soit quelque chose d'assez palpable, qui va vous permettre, de prioriser un certain nombre d'actions à mettre en œuvre pour, vous mettre en place, vous mettre en processus de transition, quoi. Et ensuite, la dernière étape, c'est la compensation carbone, ce qu'on appelle les émissions dites résiduelles, parce qu'on n'arrivera jamais au zéro CO2, c'est impossible, il faut quand même continuer à respirer, à manger, à se déplacer. Tout ce que vous aurez pas réussi à réduire, vous pourrez le compenser. Voilà, même si nous, on va jamais vous proposer d'aller vers la compensation carbone dès le début, parce que tout ça coûte de l'argent, et s'il y a de l'argent à mettre sur la table, autant l'engager directement dans le plan de transition. Voilà. Donc on reviendra aussi sur ce qu'on appelle la neutralité carbone. Aujourd'hui, on a l'interdiction de dire qu'une entreprise est neutre en carbone. C'est vrai que pendant des années, il y a peut-être des cas de figure qui vous reviennent en tête. Moi, j'ai souvent l'exemple soit de Google, soit de La Poste qui à l'époque nous disait qu'ils nous livraient des colis neutres en carbone. On avait souvent l'impression que c'était magique. Ça arrivait dans la boîte aux lettres. On ne sait pas comment, mais c'était neutre en carbone, parce que souvent les entreprises mesuraient et allaient directement vers cette étape de compensation carbone. Aujourd'hui, c'est interdit, on ne peut plus parler de neutralité carbone à l'échelle d'une entreprise, d'un produit ou d'un individu. On va parler de neutralité carbone à l'échelle d'un territoire ou d'un pays. Et donc c'est pour ça qu'on va bien distinguer le côté mesure d'empreinte carbone versus les émissions dites compensées et aussi les émissions dites évitées, mais on reviendra sur ça un peu plus tard, quoi. Donc l'idée c'est de dire vous mesurez, vous réduisez et l'année d'après vous remesurez, vous voyez si vous êtes dans la bonne direction, si c'est pas le cas vous orientez à nouveau le plan d'action vous faites ça pendant plusieurs années jusqu'au moment où vous avez réduit tout ce que vous pouvez et éventuellement vous pouvez passer par cette étape de compensation carbone, quoi. D'où l'importance également, et ça là on voit que c'est le point clé, c'est de rendre accessible la comptabilité carbone, parce que si vous êtes si vous sous-traitez ce calcul tous les ans, ça va devenir extrêmement compliqué et très onéreux. Donc c'est notre leitmotiv aussi depuis le début, c'est de dire faisons en sorte que ce calcul soit accessible à tous pour qu'en fait les efforts financiers soient plutôt portés sur l'aspect réduction des émissions de CO2 qui, selon moi, est quand même le sujet le plus important, quoi. Voilà. Donc première chose, mesurer ces émissions de CO2. Donc c'est un abus de langage quand on parle d'audit carbone, de bilan carbone, de mesure de ces émissions carbone, parce qu'en fait l'exercice qu'on mène c'est bien un bilan de gaz à effet de serre. En fait le carbone c'est un gaz à effet de serre, il y en a plein, on va pas forcément tous les détailler, mais par définition en fait le gaz à effet de serre c'est un gaz qui va avoir un effet néfaste sur l'environnement. Si on revient sur la définition purement scientifique, en fait, c'est un gaz qui va absorber les rayonnements infrarouges qui vont être émis par le soleil, absorbés par la Terre, et ensuite absorbés par justement ces différents gaz à effet de serre. Et ensuite, pour se remettre à l'équilibre, ils vont repropager de la chaleur, de l'énergie,
une partie de cette énergie va pas forcément repartir vers l'espace, elle va repartir vers la Terre, et donc ce qui crée ce fameux effet de serre, quoi. Voilà, donc c'est un phénomène complètement naturel, hein, je vous rassure. On reviendra notamment sur la vidéo de l'atelier de sensibilisation. Mais la problématique, c'est que depuis des années, on émet plus de gaz à effet de serre qu'on est capable, voilà, de gérer. Donc il y a forcément une augmentation de cette énergie supplémentaire dans l'atmosphère qui crée, voilà, les problématiques qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Donc des gaz à effet de serre, il y en a plein. Il y en a des naturels, il y en a des non naturels, donc là qui ont été produits de toutes pièces par l'homme. En général, c'est ceux qui ont des noms un peu barbares. Donc dans les naturels, on va retrouver le CO2, le méthane, voilà, le protoxyde d'azote. Dans les moins naturels, on va retrouver, voilà, des hydrofluorocarbures, des perfluorocarbures, le SF6 qui est assez connu, qui est l'hexafluorure de soufre également. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque gaz à effet de serre a un pouvoir de réchauffement qui est plus ou moins différent. Donc c'est pas forcément évident parce que y en a certains qui vont rester plus longtemps dans l'atmosphère et d'autres qui ont un pouvoir d'absorption et donc de réémission qui sont plus importants. Je ne vais pas rentrer forcément trop dans le détail, mais en fait pour chaque gaz à effet de serre, on va définir ce qu'on appelle un PRG, un pouvoir de réchauffement global, qui va nous dire que, voilà, par exemple, le méthane, son PRG c'est autour de 40, donc en fait il est 40 fois plus émissif dans l'atmosphère que le CO2. Donc si on va détecter dans nos calculs du méthane, on fera une sorte de fois 40 qui va nous donner un équivalent carbone. Voilà, c'est une notion qui est hyper importante à avoir en tête. Vous l'avez peut-être déjà vu, le CO2 avec un petit E à la fin, c'est un équivalent carbone. Pourquoi ? Parce qu'en fait, derrière ce calcul, il n'y a pas forcément que du CO2, il y a d'autres gaz à effet de serre qui ont chacun un pouvoir de réchauffement global différent. Et donc c'est pour ça que vous le verrez dans la phase de calcul, on va souvent vous embêter sur des petites fuites. Voilà, je pense notamment aux climatisations. Il y a un peu de fuite dans les systèmes de climatisation, donc on peut se dire, bon, est-ce que c'est vraiment important d'aller regarder ces quelques grammes là qui s'enfuient tous les ans ? En fait, les PRG sont énormes. Je pense notamment aussi au SF6, qui est le gaz à effet de serre le plus émissif. C'est, voilà, des dizaines de milliers de fois plus émissif que le carbone. Donc en fait, dès qu'on détecte des petites quantités, si on fait fois 10 000, ça peut avoir un impact beaucoup plus conséquent sur le calcul carbone, quoi. Voilà. Donc tout ça sera transparent, vous le verrez, hein, c'est juste, voilà, il faut juste l'avoir en tête. On va utiliser ce qu'on appelle nous des facteurs d'émission qui derrière en fait vont regrouper tous ces différents gaz à effet de serre. Et donc ça sera complètement transparent dans cette phase de réalisation du calcul. On va pas vous demander d'aller faire un fois X pour tel gaz, X pour le CO2. Voilà, on va appliquer un facteur d'émission qui est déjà en équivalent carbone et donc qui regroupe déjà toutes ces émissions de différents gaz à effet de serre, quoi. Et donc l'idée du calcul, c'est de dire, voilà, je vais collecter un certain nombre de données, de data, qu'on va vous présenter assez rapidement. On va aller chercher ces informations, on va leur appliquer un facteur d'émission carbone, et derrière on va retrouver un profil d'émission pour votre structure qui va nous dire, voilà, X% c'est plutôt les achats, X% c'est les déplacements des collaborateurs, X% c'est les billets d'avion, et ensuite voilà, on a quelques pouillèmes, c'est voilà les déchets, traitement des déchets ou autres. Et donc l'idée derrière, c'est de dire, une fois que j'ai ce profil d'émission, il sera jamais au gramme de CO2 près. On parlera tout à l'heure, même plus tard dans cette formation, d'incertitude, notamment des facteurs d'émission, mais aussi incertitude des données. Vous allez vite comprendre que voilà, la comptabilité carbone, c'est pas comme la comptabilité en euros où là on est au centime près. La comptabilité carbone, c'est plus avoir on va faire en sorte d'avoir une incertitude la plus faible possible, mais c'est pas forcément toujours très simple. Et donc du coup, l'idée c'est surtout d'avoir une représentation des postes les plus émissifs avec l'incertitude la plus faible quand même possible, qui nous permet, voilà, de prioriser notre plan d'action. Donc c'est surtout la deuxième étape, hein, qui est la plus importante, c'est de dire, maintenant que je maîtrise mon impact, maintenant que je suis monté sur la balance, qu'est-ce que je fais ? C'est quoi mes exercices ? Est-ce que je travaille les muscles ? Est-ce que je travaille le bide ? Est-ce que j'arrête de boire de la bière ? Est-ce que faut que je mange plus de protéines ? Enfin bon, j'exagère, mais c'est un peu l'idée, quoi. C'est de dire, voilà, une fois que je sais que 95% de mon impact c'est les achats de matières premières, est-ce que ça vaut le coup effectivement que j'aille passer des milliers d'euros sur des nouvelles poubelles, nouvelle génération qui vont permettre de faire un tri démesuré de ce qui se passe dans ma structure. Voilà, encore une fois, je fais des exemples très 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 basiques, mais c'est plus pour comprendre que s'il y a une priorité à mettre sur l'énergie
et sur le temps à consacrer sur les finances de votre structure, bah, autant les positionner directement sur les actions qui sont prioritaires. Donc comment ça se passe? En général, un plan de transition, bah, l'idée c'est de définir un objectif. Souvent on va se conformer à des trajectoires qui sont souvent connues. Il y a la SNBC, c'est la trajectoire nationale bas carbone. Il y a la SBTI qui est une version plus internationale. On reviendra dessus encore une fois un peu plus tard. Mais l'idée c'est de dire, bah voilà, je connais, on va dire, mes émissions de CO2 à l'instant T, je définis un objectif sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, je définis ma courbe de réduction, je connais combien je dois réduire en termes de pourcentage, soit en valeur absolue, soit en intensité, on verra, on en reparlera aussi à un autre moment. Et ensuite, ben voilà, je vais définir tous les leviers d'action que je connais, que je peux mettre en place pour réduire le numérique, les consommations d'énergie, les achats, etc., etc. Il y aura des actions directes sur lesquelles je vais pouvoir vraiment agir. Il y aura des actions indirectes sur lesquelles j'aurai peut-être moins de levier d'action parce que ça va dépendre de mes fournisseurs. Je pourrais quand même voilà avoir cette phase de sélection de ces fournisseurs. Je pourrais travailler avec eux, mais c'est pas forcément des actions sur lesquelles je vais pouvoir moi travailler dès le lendemain, quoi. Voilà. Donc tout ça, on reviendra aussi dessus. Mais l'idée, c'est aussi de prioriser ces actions. C'est de dire bah voilà, celle-là pour moi c'est un quick win, elle est très simple à mettre en œuvre, elle est peu coûteuse et elle permet de réduire de 5% le bilan carbone. Auquel cas bah voilà, il faut la prioriser directement parce que elle engage personne, c'est hyper simple à mettre en œuvre, ça permet d'avoir une adhésion globale au niveau de la structure, bah priorisons-la, quoi. À l'inverse, il y a des actions qui sont beaucoup plus contraignantes parce qu'il faut changer tout le modèle économique de la structure, il faut changer la machine centrale de l'usine, ça va coûter 5 millions d'euros, bah, peut-être qu'on va attendre effectivement qu'il y ait soit des subventions, soit bah, que la machine tombe en panne pour la remplacer, quoi. Faut pas imaginer que toutes les actions soient mettre en œuvre dès le lendemain. Il va falloir voilà, définir une timeline qui permettra bah de dire bah tous les ans j'ai mon panel d'actions à mettre en œuvre. Il y en a certaines que je devrais travailler tous les ans, d'autres qui seront peut-être à mettre en œuvre une fois qu'il y aura voilà le dispositif qui va me permettre de le financer, et d'autres qui seront voilà plus ou moins on va dire euh, qui vont se mettre en œuvre sans que j'ai besoin de rien faire, quoi. Je prends l'exemple de l'aéronautique. Les avions seront progressivement de moins en moins émissifs en termes de carbone. Donc sans rien faire, en prenant l'avion, pendant 20 ans, vous verrez que le facteur d'émission de l'avion va progressivement diminuer parce que les industriels travaillent justement la décarbonation du secteur. Et donc prendre l'avion émettra moins de CO2 dans 20 ans que c'est le cas aujourd'hui, quoi. Voilà. Et ensuite, dernière étape, bah, une fois que vous avez réduit tout ce que vous pouvez, bah, voilà, vous allez pouvoir engager un processus de compensation carbone. Bon, en général, c'est plus tard, rien ne vous empêche de le faire rapidement, parce que ça peut être un côté positif à mettre en œuvre sur un rapport RSE. Bon, très sincèrement, moi, je le conseille pas, voilà, parce que pour moi, ça sert à rien. Si vous voulez engager votre entreprise dans un plan de transition, bah, mettez de l'argent directement sur les actions de réduction, renouvelez vos flottes de véhicules si c'est utile, dépensez un peu plus d'argent dans des matières premières bas carbone, plutôt que d'aller juste appuyer sur un bouton pour compenser nos émissions de CO2, quoi. Voilà. Bon, après, voilà, c'est libre à chacun de faire ce qu'il souhaite. Parfois, ça peut être aussi une contrainte hein, pour répondre à un appel d'offres, donc faut aussi l'avoir en tête. Et, euh, et donc du coup, donc c'est quoi la compensation carbone? C'est le fait, bah, voilà, de financer, on va dire un projet à l'autre bout de la planète. C'est pas forcément que d'ailleurs, mais à l'époque quand ça a été mis en place, c'était surtout pour financer voilà des projets vertueux à l'autre bout de la planète. Pourquoi? Parce que quand on s'est rendu compte que cramer du gasoil, du gaz ou du charbon, ça émettait plein de gaz à effet de serre, et que nous on avait bien utilisé ça pendant quelques années en Europe, aux États-Unis. Bah, les pays en voie de développement se sont dit bah vous êtes sympa, mais nous voilà, on n'en a pas bien profité, quoi. Et maintenant qu'on peut en profiter, vous êtes en train de nous dire qu'il faut pas le faire, quoi. Parce qu'on s'est directement rendu compte également que le PIB d'un pays dépendait fortement du nombre de barils de pétrole qu'on allait cramer, quoi. Donc plus, entre guillemets, on émettait de carbone, plus notre pays connaissait une croissance. Euh, et donc ces pays en voie de développement nous ont dit, bah vous êtes sympa, mais voilà, nous, on veut profiter aussi de ce que vous avez bien
bien utilisé pendant quelques années, quoi. Et donc, se sont mis en place à l'époque, justement, ces processus de compensation carbone. En fait, on allait, les grandes entreprises, aller financer des projets virtuels au bout de la planète, où plutôt qu'un projet se fasse avec des énergies fossiles, ça allait justement se faire avec des énergies renouvelables, par exemple. Et donc, ça nécessitait beaucoup plus d'argent. Et donc, voilà, le mécanisme de compensation, en fait, permettait de financer justement ces projets vertueux. Aujourd'hui, il y a plein de dispositifs qui existent au niveau national et international. On peut aller financer des plantations d'arbres, de haies champêtres, on peut aider les agriculteurs, on peut faire de la reforestation en France, il y a plein de choses qui existent. Donc voilà, il y a d'autres sites qui existent qui centralisent un petit peu tous ces projets de compensation carbone, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Même si voilà, encore une fois, je conseille pas forcément d'aller mesurer et mettre tout l'argent que vous avez dans la compensation carbone dès la première année. Vous pouvez très bien en faire une partie. Il y en a qui disent voilà, mon scope 1, scope 2, je reviendrai un petit peu sur ce que ça veut dire. On va les compenser, voilà. Et bon, c'est plus voilà, ça peut être une prise de décision collective au niveau de la société également si vous en avez envie, quoi. Donc les étapes clés ensuite de la mesure d'empreinte carbone, on commence toujours par une phase de sensibilisation, c'est important de l'avoir en tête. J'en ai un petit peu parlé au début de la vidéo, mais sensibiliser en fait ça permet aussi d'adhérer, enfin d'avoir une adhésion vraiment collective au projet. Donc du coup, voilà, ça peut commencer par une simple réunion qui présente c'est quoi le calcul d'empreinte carbone, c'est quoi les objectifs, pourquoi on mesure nos gaz à effet de serre, pourquoi un gaz à effet de serre c'est nocif. Voilà, donc ça peut être juste une réunion avec quelques slides pour présenter un petit peu la démarche. Bon, très sincèrement, les slides, vous avez en tête, ça endort quand même pas mal l'audience. Et c'est là où je trouve que voilà, il peut exister d'autres moyens de le faire de manière beaucoup plus fun. Et c'est là où on reviendra un peu plus tard, on vous présentera notre fameux jeu, le quiz qu'on a créé qui se veut quand même très funky et qui permet en plus gratuitement d'aller sensibiliser voilà, toute une entreprise vraiment assez facilement et puis avec un côté un peu fun, un peu team building, voilà. Voilà, on peut aussi financer, voilà, il y a des ateliers, vous connaissez tous, les ateliers d'automne, les fresques du climat, ça coûte de l'argent et très sincèrement, je trouve que ça déprime. Voilà, on a envie de se tirer une balle dans la tête une fois qu'on a fait ça. Est-ce que c'est l'objectif? Pour moi, je suis pas convaincu. Voilà, alors je critique pas trop ces ateliers de sensibilisation, mais je pense qu'on peut trouver mieux pour sensibiliser à plus grande échelle, de manière moins coûteuse et en gardant le sourire, quoi. Voilà, même si c'est des sujets sérieux, je trouve que parfois c'est aussi bien de pas se prendre au sérieux pour sensibiliser. Voilà. Ensuite, il y a une deuxième phase qui est très importante, c'est le cadrage. On reviendra dessus longuement sur la phase de cadrage. On va vous présenter ça là dans la première vidéo, mais voilà, c'est cadrer la démarche. Voilà, comment on va définir nos périmètres pour mesurer notre empreinte carbone. Ensuite, la troisième étape, c'est la phase la plus fastidieuse, c'est la collecte des données. C'est là où effectivement on essaie souvent de noyer le poisson en nous expliquant que c'est compliqué. Vous verrez qu'il n'y a rien de compliqué. Voilà, on en a fait je pense des milliers des calculs d'empreinte carbone depuis qu'on a créé nos structures. Et via nos outils, on voit les entreprises qui mesurent leurs émissions de CO2. On essaie de vous faire croire que c'est compliqué, mais ça n'a absolument rien de compliqué. Tout le monde peut le faire. Il faut juste suivre, on va dire, un standard. Il faudra définir des hypothèses et donc pour ça voilà c'est toujours les mêmes choses et donc c'est là où c'est intéressant aussi de rejoindre une communauté où voilà vous allez comprendre que certains l'ont fait avant vous et l'ont très bien fait. Certains ont dépensé des dizaines de milliers d'euros pour l'externaliser mais se sont rendus compte qu'en fait ils auraient très bien pu le faire tout seuls pour le même résultat. D'autres l'ont fait tout seul et n'ont pas réussi et auraient bien aimé justement avoir une communauté un peu d'entraide. D'autres auraient voulu se former, n'ont pas pu. Donc, voilà, c'est tout l'intérêt justement de ce nouveau format, c'est de former tout le monde à la comptabilité carbone, que tout le monde comprenne c'est quoi les données qu'il faut collecter, c'est quoi les hypothèses de calcul et comment ensuite processer justement ce fameux calcul d'empreinte carbone qui nous permet d'avoir nos émissions de CO2, quoi. Ensuite, on exploite les données. Donc là, on essaie de comprendre d'où est-ce que vient l'impact. On va définir les leviers d'action, les trajectoires de décarbonation. Donc, on vous donnera aussi tous les outils qui vous permettront de le faire en autonomie. Ça peut aussi être intéressant de faire intervenir quelqu'un à ce moment-là. Pour très bien faire intervenir un consultant que sur une phase de validation du bilan, par exemple, et de définition de votre trajectoire. Ça vous permettra d'économiser quand même pas mal d'argent. Et ensuite, voilà, il faut définir les pistes d'action et surtout, se bouger les fesses, quoi, tout simplement, parce que encore une fois, si vous arrêtez là, vous aurez fait tout ça pour rien, quoi.
Voilà. Bon, rapidement sur la partie cadrage, on vous montrera aussi dans les prochaines vidéos, enfin quand on vous expliquera vraiment comment faire ce fameux audit, on fera en fait un cas pratique. Donc on a conçu, on va dire, une entreprise fictive pour laquelle on va définir la méthodologie de calcul. Donc on va cadrer un périmètre et donc on définira ensemble, voilà, le périmètre, ce qu'on appelle le périmètre organisationnel. Si je schématise, c'est entre guillemets quelle entité juridique on va auditer. Est-ce qu'on va prendre tous les sites? Est-ce qu'on va prendre toutes les activités? Est-ce que certaines activités qui sont sous-traitées via des entreprises tierces mais qui sont aussi détenues au capital, est-ce qu'on va les prendre en compte? Est-ce que l'autre entité qui est qui est à l'étranger, est-ce qu'il faut la prendre en compte? Voilà, tout ça, c'est important, ça permet de définir vraiment un cadre autour du calcul. Sachez que le cadre n'est pas figé, que vous pourrez très bien définir un premier cadre pour un premier bilan, pour pas être pas aller trop loin dans la démarche non plus dès le premier audit. Et ensuite, les prochaines années, intégrer telle filiale, telle entité, tel site, telle activité supplémentaire. Voilà. Ensuite, on a le périmètre opérationnel, c'est ce qu'on appelle les scopes. On va revenir dessus en détail. Il y a 3 scopes. Scope 1, ce sont les émissions directes. Scope 2, les émissions indirectes liées aux consommations énergétiques. Et le scope 3, les autres émissions indirectes. Voilà, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Pour moi, c'est contre-productif, ces histoires de scope. Mais ça a été utile, voilà, pour essayer quand même de comprendre quelles sont les émissions plus directes liées à notre structure et ce qui est plutôt indirect. Mais je trouve que c'est contre-productif dans la présentation des résultats. Voilà. Je reviendrai un petit peu dessus tout à l'heure pour que vous compreniez bien les scopes et ce qui se cache derrière. Et ensuite, il y a le périmètre temporel, c'est entre guillemets l'année d'étude, c'est la première année du bilan. C'est pas forcément toujours trivial parce que en général on prend l'année antérieure parce qu'on a toutes les données qui nous permettent de faire le bilan. Mais certains vont vouloir remonter il y a 10 ans par exemple, parce que il y a 10 ans il s'est passé quelque chose d'extrêmement intéressant. On a supprimé la chaudière à fioul. Et on a mis que des panneaux photovoltaïques et on trouve ça contraignant de pas pouvoir marketer qu'on a eu effectivement pendant des années une baisse de nos émissions de CO2 parce qu'on a engagé beaucoup d'argent il y a 10 ans quoi. Donc ça peut être voilà, ça peut se faire, faut pas se limiter à ça. Moi, ce que je dis souvent à nos clients, c'est comme on a développé voilà, des outils qui permettent de le faire en autonomie. Une fois qu'ils ont la méthodologie, qu'ils ont compris quelles données à collecter, une fois ils sont autonomes, voilà, rien ne vous empêche de faire l'année 2019 si vous le voulez, pour en plus de l'année 2025, pour avoir les deux comparatifs quoi, dès la première année. Il n'y a aucune contrainte à ça. Si vous le sous-traitez, effectivement, ça va vous coûter de l'argent. Si vous savez le faire et que vous êtes autonome, ça vous demande un petit peu de temps, mais une fois qu'il faut collecter les données, une fois qu'on est dedans, voilà, c'est pas forcément beaucoup plus contraignant en allant chercher les années antérieures. Et il faut définir un pilote aussi. Voilà, ça peut être une personne, ça peut être 2 personnes, ça peut être une équipe, mais c'est bien qu'il y ait voilà, un pilote dans l'avion pour guider la démarche. Donc là, les scopes, on reviendra dessus vraiment en détail parce qu'il y a plein de choses à comprendre autour de ces scopes. C'est là où je vous dis que c'est contre-productif parce que je trouve que c'est rajouter de la complication pour rien. Bon voilà, c'est plein de cols blancs dans leur bureau, souvent à Paris, qui inventent des trucs complexes alors qu'on peut faire très simple. Hein. Pour moi, tout ça, voilà, ça serait intéressant que ça saute un jour. Parce que ça amène des difficultés supplémentaires, je trouve que ça amène de la friction. Voilà, dès qu'on commence, enfin ceux qui comprennent un peu, dès qu'on commence à parler scope 3, ça fait peur, c'est infaisable, il faut faire qu'un scope 1, scope 2. Voilà, pour moi tout ça est vraiment futile, on ferait bien de supprimer là, tous ces contraintes réglementaires autour du calcul, faire en sorte que ça devienne le plus simple possible et que tout le monde puisse s'engager vraiment simplement. Voilà, bon, on voit que certains organismes tendent vers la complication plus que vers la simplification. Je trouve ça complètement dommage, mais voilà, c'est aussi pour ça que nous on a opté vers un côté freemium sur ces méthodologies de calcul parce qu'en fait voilà, si vous suivez bien toutes les vidéos qu'on va vous présenter, vous allez vite comprendre qu'il n'y a rien de compliqué et que toute la partie un peu complexe, on va vous la présenter, mais vous pourrez, si vous voulez, poser votre cerveau et ne pas faire attention à ça, quoi. Voilà. Mais il faut le comprendre. Donc scope 1, scope 2, si je schématise, c'est les émissions plutôt liées à votre structure, ce qui va se passer à l'intérieur de votre usine.
Donc on va reprendre voilà toutes les consommations d'électricité, de vapeur, de chaleur, les sources de combustion, les véhicules d'entreprise également. Euh, donc ça se limite à pas grand-chose en réalité. C'est là où on dit parfois que le scope 1, scope 2, c'est souvent que quelques pourcents du bilan global. Bon, tout dépend de la typologie de la structure, mais voilà, si on prend un profil d'une entreprise industrielle, effectivement, le scope 1, scope 2, c'est 5-10% grand maximum, quoi. Et ensuite, le scope 3, c'est tout le reste. Donc c'est tout ce qui va se passer en amont et en aval de votre activité. On va retrouver les déplacements professionnels, donc en avion, en train, en bateau, les déplacements domicile-travail, des salariés entre leur structure, leur chez eux et l'usine, tous les achats de produits et de services. Donc ça c'est hyper important, c'est que on n'a pas que les achats matières, il y a aussi tous les achats de services qui permettent de faire fonctionner une société. Les déchets, le fret de la matière, les actifs en leasing, les investissements, les franchises, l'utilisation des produits. Vous verrez que ça peut être extrêmement important. Le transport des marchandises jusqu'à nos propres clients, les déchets d'activité. Voilà. En fait, quand on va se poser la question de est-ce que ce poste, on va le prendre en compte dans notre calcul d'empreinte carbone, il y a un moyen très simple de le savoir, c'est de dire mais est-ce que si je supprime ce flux, est-ce que mon entreprise continue à fonctionner? Je prends l'exemple des trajets domicile-travail, vous êtes une usine, vous pouvez très bien vous dire, bah voilà, la manière dont mes salariés se déplacent le matin, c'est pas mon problème en fait. C'est pas moi qui vais leur objectiver ou les contraindre à se déplacer en vélo ou faire du covoiturage, quoi. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais pourquoi on le prend en compte du coup dans mon calcul d'empreinte carbone? Bah parce que en fait, si les salariés se déplacent plus, bah, l'usine ne tourne plus. Voilà. Donc, on a quand même un rôle à jouer dans ce flux pour améliorer, on va dire, la qualité de fonctionnement de la structure, quoi. Et si demain le prix des énergies fait x2, et ben mes salariés risquent d'avoir une complication pour venir bosser le matin, quoi. Et donc c'est là aussi, on revient sur l'aspect résilience, c'est que si on travaille sur ce poste-là, on va effectivement baisser les émissions de CO2 du fonctionnement de la société. On va aussi rendre du pouvoir d'achat à nos salariés parce qu'en fait, ils vont faire des économies sur du moyen long terme. Et donc c'est là où c'est aussi intéressant en termes de visibilité, de RSE et d'attractivité des employeurs, quoi. Voilà. Donc tout ça est lié. Et donc c'est pour ça que ce flux, il faut absolument le prendre en considération. Idem pour les services financiers. Voilà, on va retrouver la banque, l'expert comptable, on va retrouver l'avocat. Tout ça, on va se dire bon, est-ce que ça vaut le coup que je le prenne en compte dans mon bilan de mon audit? Bah oui, en fait, c'est parce que si vous n'avez pas de banque, en fait, votre société ne fonctionne pas. Si vous pouvez pas faire des virements, si vous pouvez pas stocker votre trésorerie, votre boîte ne fonctionne plus. Donc tout ça a un impact et il faut le quantifier. Donc souvent on a des difficultés à le modéliser parce qu'on maîtrise pas forcément l'impact de tous nos fournisseurs, notamment sur des services un peu de ce type-là. Bon, on verra qu'il y a des moyens justement de faire de la comptabilité quand même assez simplement, même avec un peu plus d'incertitude, pour justement prendre en compte tous ces flux, quoi. Voilà. Donc quand on cadrera vraiment le périmètre, on va se poser ces questions en disant est-ce que ce flux je le prends en compte ou pas? On se dit est-ce que si je supprime ce flux, est-ce que ma boîte continue à fonctionner ou pas? Si ma boîte ne fonctionne plus, oui, il faut prendre en compte ce flux pour mon bilan, quoi. Voilà. Donc tout ça en fait va être absorbé dans des postes d'émission. Donc on en retrouve 9, ce qu'on appelle nous l'énergie. Hors énergie, on va redéfinir un petit peu ce que c'est, les intrants, donc c'est vraiment les achats, les déchets, les emballages, le fret, les déplacements, l'immobilisation et l'utilisation et la fin de vie des produits que on va vendre. Voilà. Et donc l'idée c'est de dire voilà, je fais mon calcul d'émission. Donc le calcul il est extrêmement simple, hein, il n'y a pas de complexité, il n'y a pas de notion complexe derrière, c'est une simple multiplication. Donc on va récolter des données d'activité, ça peut être des litres d'essence, ça peut être des kilowattheures d'énergie consommée, ça peut être des tonnes de matière achetées, ça peut être des kilomètres parcourus par nos salariés en véhicule thermique, en véhicule hybride. Donc toutes ces données d'activité, on va les récupérer et on va leur associer un facteur d'émission qui lui va être en kilogrammes de CO2 par tonne acheté, par kilomètre parcouru, par litre d'essence consommée. Donc tout ça c'est des matrices qui sont souvent publiques. La plupart des facteurs d'émission sont publics, c'est pour ça que vous allez pouvoir vous-même faire votre propre bilan en complète autonomie, c'est parce que ces données sont accessibles à tout le monde. Et parfois, on se rend compte que si on veut réduire les niveaux d'incertitude sur certaines données, il faut accéder à des données privées. Donc c'est là où nous on peut intervenir, c'est qu'on a développé un outil qui permet également d'aller faire ces audits avec un certain nombre de facteurs d'émission qui sont à disposition
qui permettent d'aller vraiment dans un niveau de détail qui est extrêmement intéressant. Voilà, donc il n'y a pas d'obligation. On peut très bien se coordonner un bilan qui est assez voilà, moyenné pour avoir une première idée des impacts. Mais si on veut voilà, rentrer un peu plus dans un niveau de détail, c'est intéressant éventuellement d'aller vers des sources payantes, qui sont pas toujours payantes. On se rend compte qu'avec les outils qui existent aujourd'hui, on peut récupérer quand même pas mal d'infos. Voilà, donc on reviendra un petit peu dessus, mais c'est ce qui se cache derrière le calcul. Donc c'est une donnée d'activité fois un facteur d'émission carbone qui va nous donner les émissions de CO2. Donc vous consommez 1000 litres de carburant dans vos véhicules de fonction, vous faites fois le facteur d'émission, ça vous donne les émissions de CO2 équivalent associé au déplacement de tous vos véhicules de fonction sur l'année. Voilà. Et donc tout ça ensuite est centralisé dans des résultats qui vont vous présenter voilà, les postes prioritaires. On se rend compte que 80, c'est souvent ça, hein. On a 75% de l'impact, c'est 2 postes d'émission. Il y en a 3 autres qui suivent, qui représentent quasiment le quart restant, et ensuite on a tout le reste qui est presque parfois même pas visible sur le camembert parce que c'est pas grand chose, quoi. Voilà. Et donc ensuite l'idée c'est de dire voilà je pars de telle année de calcul, j'ai défini mon année de référence, c'est la première année de mon bilan, c'est 2025 où je suis remonté jusqu'à 2019 et donc je définis ma trajectoire de décarbonation, donc il n'y a pas d'obligation non plus, hein, je veux dire on va pas vous contraindre, on va pas vous mettre le couteau sous la gorge pour réduire vos émissions de CO2, c'est un objectif personnel à titre d'une entreprise. Donc c'est là où effectivement il faut quand même bien réfléchir. Est-ce que je veux m'objectiver sur quelque chose qui est inatteignable ou est-ce qu'au contraire je veux définir un plan qui soit vraiment tenable pour pas me décourager dès la première année parce que j'ai pas atteint mon objectif de réduction, quoi. Donc c'est hyper important de dire c'est quoi mon objectif. Je vais peut-être pas être le plus vertueux de la planète, mais voilà, je veux faire participer à l'effort collectif, donc j'ai défini une trajectoire qui est tenable. Mais au moins je sais que voilà, tous les efforts financiers que je vais faire derrière vont me permettre d'atteindre cet objectif, et ça sera très positif parce que voilà, j'aurais fait de mon mieux et j'aurais pas coulé non plus la boîte parce que je me suis engagé sur des choses qui sont pas tenables au niveau financier parce que tous mes concurrents l'ont pas fait. Je suis le seul à avoir fait, mais sauf que mon client final a regardé que le prix sur mon appel d'offres et donc il a pris tout ce qui était moins cher et moi j'étais le plus cher, mais par contre j'émettais moins de CO2, mais plus personne me fait bosser, quoi. Voilà, c'est des choses très concrètes qui arrivent, vraiment faut l'avoir en tête. On a aujourd'hui des boîtes qui sont engagées vers des processus extrêmement contraignants, mais qui vont couler parce qu'en fait, personne n'a voulu les faire bosser parce que c'était les plus chers du marché, quoi. Donc voilà, faudra toujours travailler sur ces deux notions, cette contrainte économique, cette contrainte écologique, pour rendre les choses vraiment palpables et concrètes, pour dire voilà, j'engage un processus de transition, mais qui est vraiment cohérent par rapport à mon modèle économique. Je peux peut-être transformer mon modèle économique aussi, je peux éventuellement aller travailler sur d'autres sujets, développer de nouveaux marchés. J'ai plein d'exemples en tête, hein, on les verra progressivement dans les vidéos, mais voilà, donc c'est hyper intéressant de rentrer dans cette trajectoire de réduction parce que vous verrez qu'il y a des choses parfois qui sont pas voilà, qu'on n'avait pas forcément pensé, qui sont très simples à mettre en œuvre. Il y a parfois des choses beaucoup plus complexes et qui nous paraissent impossibles, mais qui en fait deviennent possibles parce que on a une vraie envie de faire bouger les choses. Et donc c'est intéressant aussi d'aller vraiment modéliser chaque action, on va le quantifier en fonction de son gain CO2, de sa difficulté de mise en œuvre et de son coût, pour avoir une sorte de matrice de faisabilité qui va nous dire voilà, j'ai quelques actions, c'est vraiment mes quick wins, il faut que je les mette en place très très rapidement. Puis d'autres actions qui sont vraiment prioritaires, mais qui sont plus coûteuses, voilà, qui vont peut-être être mis en place dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, via des dispositifs de financement ou via une transformation du secteur qui arrive, ou des contraintes réglementaires aussi. Voilà. Donc c'est vraiment l'objectif final, arriver vers cet objectif de réduction, cette trajectoire, pour rendre les choses vraiment concrètes. Voilà. Donc il faut passer par cette étape de mesure. Nous, on mise vraiment sur le fait que tout le monde puisse faire ça le plus simplement possible. Voilà, faut pas non plus se mettre des objectifs trop contraignants sur la partie calculatoire également. Là où certains consultants vont vraiment vous pousser à des calculs extrêmement fins au gramme de CO2 près. Moi, j'y crois plus à ça. J'y ai cru pendant des années, mais je pense qu'il faut faire en sorte que voilà, il y ait un premier audit qui soit très simple, que tout le monde puisse le faire, pour ensuite aller effectivement vers une phase d'amélioration du calcul, et qui va venir dans une seconde étape. Si vous mettez trop de contraintes la première année, vous allez vous épuiser,
Vous n'allez pas forcément comprendre pourquoi on a fait tout ça pour mesurer un poste qui représente 0,2% du bilan. Vous allez voilà dépenser trop d'argent et derrière, en fait, vous allez finir épuisé et il va rien se passer derrière. On l'a eu dans énormément de cas de figure où des gens sont sortis de ces audits épuisés, quoi, tout simplement rincés, avec des contraintes économiques, des contraintes stratégiques extrêmement contraignantes derrière et ont vite abandonné, quoi. Voilà. Donc l'idée, au contraire d'essayer de lancer la démarche le plus simplement possible, qu'il n'y ait pas de frein financier derrière. Et ensuite, voilà, si vous voulez faire intervenir des personnes pour des audits, pour vérifier que tout est OK, pour vous aider sur le plan de transition, pour la partie mise en transition, vous pourrez le faire, mais vous allez surtout pouvoir économiser un certain nombre d'argent pour justement plutôt les positionner sur des actions de réduction qui vont permettre vraiment de voilà, réduire vos émissions de carbone, quoi. C'est quand même le plus important, quoi. Voilà. Voilà un petit peu. On a presque tenu sur 1 heure. Au final, je parle plus à chaque fois que ce que je voulais. Mais c'était important, je pense. Donc, essayez vraiment de bien imprégner vraiment tous ces sujets. Si demain vous allez les présenter à une autre audience, voilà, je pense souvent aux autres salariés, à votre direction ou à d'autres personnes, c'est quand même important, voilà, d'avoir ces notions en tête. Dans la prochaine vidéo, on va revenir vraiment sur les données à collecter. On va essayer de vous faire vraiment une synthèse globale de toutes les données qu'on collecte dans le cadre du bilan. Pourquoi? Ça va vous permettre vraiment de comprendre la méthodologie derrière le calcul d'empreinte carbone. Ça va vous permettre vraiment aussi de peut-être créer votre team, team interne, parce que il faudra peut-être un tel de la compta, un tel des ressources humaines ou un tel de la direction pour justement accéder à toutes ces données. Et ensuite, on rentrera vraiment dans le cœur du sujet où poste par poste on vous expliquera vraiment c'est quoi les données à collecter, c'est quoi les facteurs d'émission, où est-ce qu'on peut les trouver, comment ils sont décomposés par scope, pour vraiment aboutir à un calcul, on va dire une extraction réglementaire du bilan carbone avec ces histoires de scope. Voilà, vous pourrez le faire aussi avec d'autres moyens, vous le verrez, mais l'idée c'est voilà, de comprendre pourquoi on fait ça, comprendre quelles sont les données à collecter et rentrer ensuite vraiment dans le cœur, dans la machine. Et vous verrez qu'il n'y a absolument rien de compliqué. Tous ceux qui vous disent que c'est compliqué, c'est qu'ils ont un intérêt effectivement à vous vendre une prestation derrière. Mais vous verrez que voilà, ça fait des années qu'on fait ça, on en a fait des centaines, des milliers, et toutes les entreprises qui ont commencé un processus de collecte de leurs données pour faire un bilan de gaz à effet de serre ont réussi sans problème. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci encore de suivre un peu le projet. N'hésitez pas à partager. Si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à partager aussi sur les réseaux, notamment sur LinkedIn. C'est comme ça qu'on se fait connaître. On a très peu de moyens financiers aujourd'hui pour faire du marketing, de la communication. Donc ça joue aussi, on va dire, de créer cette communauté pour se faire connaître. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous dire également si vous voulez faire partie de la communauté Discord pour rejoindre toutes les personnes qui sont en train de travailler, qui ont travaillé et qui vont travailler un jour sur ce calcul pour justement faire une sorte de partage un peu d'informations, partage aussi de bonnes pratiques et surtout être connecté avec plein d'experts qui vont vous aider dans ce processus. Voilà, je vous dis à très bientôt, merci encore pour votre fidélité et à très vite.